Avant de commencer mon petit mot, d'abord je suis très touché de voir qu'il y a quand même des étudiants qui sont intéressés par les problèmes économiques de notre propre pays. Merci au Forum économique, mais aussi aux doyens, le prof Émile Ngoï. Grâce à eux, nous sommes invités ici. Nous sommes avec Forum économique pour vous parler de ce qui se passe dans notre pays sur le plan économique, vous parler de la revisitation des contrats miniers. Pourquoi cette conférence débat? C'est d'abord, tout est parti du président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est alors là-bas. Il avait fait une déclaration que les mines ne profitent pas au peuple congolais. Et il préfère qu'on puisse revoir tous les contrats miniers pour que le Congo gagne. En plus de cela, il faut aussi relever que toutes les mines sont vendues aux étrangers. Notre pays n'a plus rien. Deuxième élément qu'il faut relever ici, concerne aussi l'économie du pays, il s'agit de banques commerciales. Aujourd'hui, il n'y a aucune banque congolaise. Toutes les banques sont dans les mains et sous le contrôle des étrangers. Et on a peur qu'on devienne des esclaves des autres et qu'on soit recolonisé. Et on a pensé qu'on doit vous parler parce que l'avenir, c'est vous. Nous allons passer. Vous devez vous préparer à affronter ces défis, parce que si vous ne vous êtes pas préparés, vous et vos petits et vos enfants seront faits esclaves par le capitalisme international prédateur. L'autre élément important, une raison qui explique pourquoi nous sommes là, c'est la géopolitique. Notre pays, le Congo, est au cœur des enjeux géopolitiques mondiaux. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que nous détenons les clés de la puissance. Nous détenons les minéraux stratégiques, en particulier le cobalt. On a à peu près plus de 60% des réserves mondiales. Or, sans le cobalt, il n'y a pas révolution numérique ni transition énergétique. Mais ce qui est beaucoup plus frappant est que nous faisons des affaires avec la Chine. Notre cobalt est raffiné en Chine. La Chine est en compétition avec l'Amérique. Donc il faut s'attendre à un affrontement, à une compétition entre la Chine, l'Amérique et l'Occident sur notre propre pays. Et là, ça devient intéressant de rappeler l'histoire. Vers les années 1960, il y a eu un conflit, on peut dire idéologique, entre l'URSS, l'Union soviétique, et l'Amérique, l'Occident. C'était à cause de quoi? C'était à cause de cobalt. Mais ça a été marqué par un conflit idéologique. Parce qu'on pensait que si l'URSS, l'Union soviétique, contrôlait le cobalt congolais, l'Amérique ne serait pas une grande puissance. Et ce qui renforce la compétition entre l'Amérique et la Chine, c'est que la Chine maîtrise les nouvelles technologies de 5G. L'Amérique est en retard. Donc pour l'Amérique, aujourd'hui, il faut affronter la Chine. Et cet affrontement, c'est pas ça chez nous. Voilà, vous devez prendre conscience et parler à tout le monde de se mobiliser, de préparer votre avenir. Parce que si aujourd'hui, vous ne prenez pas conscience, demain, ce n'est pas sûr que vous vivrez correctement. Nous sommes dans un monde très violent. Tout est question des rapports de force. Et tout est question de la qualité de l'élite. Et tout est question de la qualité des intellectuels. Or, les élites, les intellectuels sont formés par l'université. Donc, l'avenir du pays se joue ici, à l'université de Kinshasa. Voilà pourquoi on a décidé avec nos amis des forums pour venir vous parler. Et nous sommes là, nous ne sommes pas des politiciens. C'est la liberté d'expression. Vous êtes libre de parler.
Et on va tout enregistrer pour que les gens qui ont l'image d'un Congo géré par des idiots changent leur regard sur nous. Parce que quand nous qui voyageons beaucoup, on se moque de nous. On dit dans ces pays-là, il n'y a pas d'hommes. Généralement, vous suivez nos télévisions, ce sont des politiciens qui se chamaillent. Mais là, on doit parler de problèmes sérieux, ils ne parlent pas. Et généralement, les politiciens, beaucoup sont corrompus. Ils pillent les caisses de l'État et vous les regardez. Donc, on vous parle pour que vous preniez votre destin à main. En tout cas, messieurs modérateurs, je préfère me limiter par ici. Je pense que vous aurez à entendre les deux orateurs. Il y a un théoricien, il est professeur à Lubumbashi, et un praticien qui est journaliste. J'ai préféré les amener ici pour qu'ils vous parlent. Comme ça, vous allez vous faire une idée dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui et quelles sont les précautions à prendre. Une fois de plus, merci. Merci, ça mérite comme les applaudissements. Nous devons prendre conscience et mobiliser tout le monde car il s'agit de notre avenir. L'avenir de ce pays se joue à l'université de Kinshasa, de mots justes et très perçants. À présent, je passe la parole au président du Forum économique pour un mot. Éminent professeur, monsieur le chef des travaux et assistants, monsieur le président du Forum économique honoraire, distingués invités, chers participants à vos titres, grades et qualités respectives, bonjour. C'est un motif légitime et de fierté pour moi, en ma qualité du président du Forum économique de l'Université de Kinshasa, de prendre la parole du haut de cette tribune, devant cette auguste assemblée réunie, en ce jour dans la salle Michel Noro, à l'occasion de cette manifestation, de cette grande manifestation où nous allons échanger avec nos professeurs qui viennent de l'intérieur de la République démocratique du Congo. Cette conférence, à la fois symbolique et historique, m'offre l'occasion de rendre mes hommages au professeur, le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, le professeur Émile Ngoïka Songo, lui qui ne ménage aucun effort pour redorer le blason terni de la prestigieuse faculté des sciences économiques et de gestion et de rendre à cette dernière sa grandeur et sa dignité à l'échelle internationale. En effet, le Forum économique est un cercle de réflexion et d'études socio-économiques et culturelles, regroupant en son sein tous les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion. L'essence de sa démarche est de promouvoir l'excellence dans le chef des étudiants. Par ailleurs, le Forum économique poursuit un arsenal d'objectifs dont le principal est de stimuler l'esprit de recherche et éclairer les étudiants ainsi que la communauté de chercheurs dans les questions d'actualité liées à la vie socio-économique. Pour ces faire, le Forum économique procède par l'organisation de conférences, débats, études, cadres de discussion permanentes, visites guidées, projections cinématographiques à caractère scientifique, matinées sportives, culturelles, ainsi que des rencontres avec d'autres clubs scientifiques. Distingués invités, chers participants, avec 9 pays frontaliers, 2,3 millions de kilomètres carrés, une population estimée à plus de 90 millions d'habitants, la RDC occupe une position centrale sur le continent. Le premier pays francophone en nombre d'habitants et le deuxième pays dans sa superficie en Afrique. La République démocratique du Congo est dotée d'un potentiel hydroélectrique gigantesque, soit les tiers du potentiel du continent et 60% de sa superficie est composée de forêts. Le vrai drame est que depuis notre tendre enfance, nous avons toujours entendu cette célèbre phrase, je cite, « La RDC est un scandale géologique. Elle dispose ainsi d'un sol et un sous-sol gracieusement riche. Cependant, ces indicateurs de développement sont la traîne. Elle est le 8e pays le plus pauvre de la planète. Elle n'a rempli aucun des objectifs millénaires et n'a pas marqué le progrès sur son classement mondial, l'indice de développement de son indice du développement humain, de 176e pays au monde sur 188 pays en 2018. Le secteur minier constitue son poumon, le poumon de son économie. Pourtant, ce secteur est marqué par la présence de plus en plus forte des entreprises étrangères,
À cet effet, on visite dans le sud de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé à la mi-mai son intention de réajuster les contrats miniers signés sous son prédécesseur Joseph Kabila. Il a fustigé les investisseurs qui viennent de poches vides en République démocratique du Congo et repartent milliardaires dans leur pays, tandis que la majorité de la population congolaise croupit dans la misère. C'est dans cette perspective que le Forum économique, en collaboration avec le magazine Renaissance Afrique, nous ont conviés à cette conférence débat autour du thème « La révision de contrats miniers en RDC, mythe ou réalité ». Cette conférence vient donc élucider notre appréhension de questions relatives au secteur minier et nous mettre au parfum de défis auxquels cette révision de contrats miniers pourrait être confrontée. Et aussi présenter aux décideurs et à la communauté des chercheurs une recette susceptible de redonner aux entreprises minières nationales leur plein pouvoir afin de jouer efficacement leur rôle de catalyseur de la croissance et du développement. Ainsi, je nous invite à suivre avec beaucoup d'intérêt la suite de notre programme qui du reste ne laissera personne indifférent. Par ma part, je vous souhaite les bienvenus à la Faculté des sciences économiques et de gestion, Godefroid Kabengele, président du Forum économique. Merci beaucoup. Après l'allocution du président, ce sera donc la première exposition avec le professeur Banda Malali. Prière de corriger puisqu'il y a eu une erreur dans l'affiche, dans le visuel programme. Alors, le professeur Banda Malali Makuta Gabriel, il est professeur des universités aux facultés de droit, ancien conseiller au cabinet du président honoraire Joseph Kabila au collège administratif et juridique. Il a aussi été dans le collège de suivi des institutions à la transition politique et diplomatique, conseiller principal, le conseiller spécial de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption et aussi lutte contre le terrorisme. À présent, je passe la parole au professeur, avec vos encouragements, bien sûr. Bonjour tout le monde. C'est un agréable moment pour moi de me trouver devant l'élite congolaise, constituée de manière pyramidale. À la base, nous voyons les collègues professeurs, spécialistes en des domaines différents. Et au sommet, nous voyons le consommateur des efforts scientifiques et académiques que nous avons déployés, eux qui constituent la relève. Encore une fois, je vous dis bonjour. Et il est notre devoir très agréable de féliciter l'organisateur, le DGA de RTNC, qui nous a fait venir pour que nous échangions autour des thèmes importants. Et le sacrifice mené par chacun de vous a l'effet de nous rencontrer pour suivre la recette que nous avons prévue de manière à sortir de ces lieux avec une connaissance complémentaire parce que quelqu'un nous a provoqué. Qui est celui-là? Il s'appelle le chef de l'État, le président de la République. Et il nous a provoqué pour que nous puissions nous retrouver ici. En ce moment, chacun avait des occupations auxquelles il allait passer son précieux temps. Et parce qu'il nous a provoqué, au moins il nous a provoqué positivement. On dirait dire le sous-sol congolais se retrouve objet de contrats définis en termes de contrats de carrés miniers. Et tous ces carrés miniers se retrouvent déjà être repartis à des particuliers. Ne voyons pas beaucoup plus ceux qui ont la peau blanche, même des Congolais aussi. Vous, tel que vous êtes là-bas ici à Kinshasa, le jour que vous arriverez dans le Katanga, dans le Kasaï, à l'est
du Congo, là où il y a des minéraux, rassurez-vous, vous allez vous limiter simplement à faire le champ pour avoir les pondous, avoir le manioc et fini. Tout le reste de ce que nous ne voyons pas, qui se trouve en dessous du sol, c'est-à-dire le sous-sol, les minéraux donc, dont tout le monde a besoin et que tout le monde convoite, ces minéraux sont déjà repartis en termes des contrats dûment conclus au nom de la République. Qu'est-ce que nous gagnons? Point d'interrogation. Qu'est-ce que nous avons voulu gagner? Point d'interrogation. C'est à ce titre que nous pensons, il est grand temps qu'on puisse comprendre la chose. Sur le plan politique, il y a une thèse, celle de la succession d'États du Congo. C'est-à-dire, le Congo en 60 devient un nouveau Congo, que l'on appelle République démocratique du Congo. Et à ce titre, son organisation, son fonctionnement, si pas bref, son administration par les Congolais, depuis 60 à nos jours, s'est émaillé de beaucoup de crises, faisant que toutes les réformes légales instituées dans différents domaines, ça fait échec et ça démontre même la limite de l'ingéniosité du Congolais. Il y a un chercheur d'une valeur remarquable, c'est Freddy Mulumba, qui a beaucoup parlé de, et qui continue à parler, cette fois-ci je crois qu'il commence à bégayer, de ce que l'on a appelé la balkanisation du Congo. Si c'est une balkanisation effective ou évidente, pour bien le comprendre, ce n'est pas sur le chemin de l'approche politique. C'est sur le chemin de l'approche apolitique. Et là, nous disons, mettons de côté la politique du politique congolais pour retrouver les origines de l'État du Congo, lesquelles origines mettent en relief 4 enjeux importants. Le premier, et je pense, c'est sur ce matelas que se couche le président de la République, c'est l'enjeu social, l'enjeu humanitaire. Pourquoi? Parce que le Congo, on ne l'a pas créé pour nous. Le Congo, on l'a créé pour moi. On l'a créé pour toi. Que chacun dise, le Congo, c'est d'abord mon Congo à moi. Moi qui? Moi, Congolais. C'est enfin que ça devient notre affaire à nous tous. Et quand nous nous retrouvons dans le Congo à nous tous, c'est ça la raison d'être de l'indépendance tcha-tcha-tcha. C'est-à-dire nous dansons, nous savourons, nous goûtons les merveilles du Congo. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu économique. Pourquoi l'économie? Parce que l'économie est considérée comme l'essence, sans quoi le résultat à atteindre en faveur du mieux-être du Congolais, en faveur de la modernité du Congolais, de la civilisation du Congolais, de l'amélioration des conditions de vie du Congolais, cela n'est possible que si et seulement si nous avons des moyens que l'on appelle les capitaux. Or, par définition, nous-mêmes, nous sommes un capital à plusieurs contenus, à travers le sol et le sous-sol. 3, c'est l'enjeu scientifique. C'est en quoi la science doit servir de lampe qui éclaire tous les travaux appelés à être faits dans tous les domaines dans notre pays. Et enfin, c'est la politique. La politique n'est que ce domaine scientifique aujourd'hui, parce que la politique n'est plus cette affaire de dire mais ce vieux-là, il est politicien, c'est-à-dire il est menteur. Quand vous arrivez ici à l'université, il y a toute une science
que l'on appelle, il y a toute une faculté que l'on appelle faculté des sciences politiques et administratives. Donc que l'on quitte le domaine des considérations généralement prostituées qui font de la politique une science négative. Donc nous voulons dire ici, sur le fond ou le socle de ces enjeux, le Congo aura été conçu, créé matériellement et créé formellement fonctionnement. C'est son organisation et son fonctionnement qui crée beaucoup de problèmes jusqu'à aujourd'hui, parce que depuis 1860 au 30 juin 1960, jour pour jour, c'est un siècle des activités menées par les scientifiques, dont la première rencontre commence en septembre 1876 autour de la conférence des géographes. Vous comprenez que les géographes ne sont pas les vendeurs de Madessou, ce sont des scientifiques. La deuxième conférence, c'est la conférence générale de Berlin, 100 jours. Qui se réunissent? Ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne, c'est plutôt les scientifiques, les savants et les génies d'Europe et des États-Unis qui viennent réfléchir sur la possibilité de créer un État au cœur de l'Afrique qui servira de centre d'activité pour la délivrance de toute l'Afrique. Et la deuxième conférence, 7 mois, à Bruxelles, toujours par les savants, les scientifiques et les génies d'Europe, du 18 novembre 1889 au 2 juillet 1890. 7 mois et 20 jours. Vous allez vous rendre compte, dans toutes ces activités d'une valeur économique très particulière, ce sont des savants. C'est la science qui est claire. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le politique qui est clair. Et Freddy Mulumba, si Dieu nous écoutait comme il écoutait les prophètes autrefois, on pourrait tout simplement dire que Dieu vous bénisse. Ça signifie quoi? Vous voulez, pour la première fois dans notre pays, c'est depuis le 13 juin 2009 que les résultats de nos recherches de 22 ans ont été rendus publics ici à Kinshasa, dans la salle Julion. C'est la première fois que j'y arrivé. Et aujourd'hui, vous me faites le plaisir d'entrer pour la première fois dans cette salle. C'est toujours à vous. Je vais approfondir mes prières pour vous bénir davantage. Donc, c'est ici, depuis 2009 à ce jour, il est le seul et le premier Congolais à nous inviter pour partager autour de cette messe. Mais tandis que ce que nous combattons tous les jours, c'est-à-dire les Blancs, il faut faire la différence entre eux et leurs États. Ils ne font que m'appeler des longueurs de temps. Je ne passe pas un mois sans avoir une invitation dans les grands pays, parce qu'il y a des petits pays comme la Belgique, il y a des grands pays comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Japon, la Corée et autres. Ils nous invitent pour parler de ces choses qui, pour la première fois, nous allons vous les communiquer de manière formelle. Et alors, nous disons, quand le président parle de ça, c'est à la fois un mythe et une réalité. Là, je m'éloigne de Freddy qui pose la question, c'est un mythe ou une réalité? En quoi c'est un mythe? Parce que ce ne sera pas la première fois. Depuis 60 à nos jours, il y a beaucoup de réformes qui portent sur la gestion de nos minéraux. Exploitation, commercialisation, si pas consommation aussi. Mais le résultat, c'est zéro.
Quand Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo décide que ça soit à la table de réflexion, c'est qu'il veut en faire une réalité. Mais une réalité, les minéraux sont chez nous, les minéraux sont nos minéraux, mais comment on ne peut pas les exploiter? Les minéraux ne sont pas comme les mangues sur un manguier. Les minéraux exigent au préalable un travail important à caractère scientifique. On appelle ça recherche. C'est un travail de dizaines d'années. Et les recherches par rapport à ça eurent déjà été faites. Maintenant, comment en exploiter? Il faut avoir l'argent. L'argent, nous, on n'en a pas. En termes liquides, ce que l'on appelle capitaux, susceptibles, 1, de financer le travail, 2, de payer les travailleurs, on n'en a pas. C'est ce qui aura été fait en son temps quand on a créé la Fédération du Katanga, le 12 mars 1891. Quand on a créé la Fédération des Grands Lacs africains, le 2 avril 1902, et quand on a créé la Fédération du Kivu, le 13 janvier 1928. Malheureusement, l'empire de ces contrats est arrivé à être supprimé en ce qui concerne le Katanga, et d'aucuns l'ignorent. Le 17 juin, ça a été supprimé en ce qui concerne la Fédération du Katanga, la concession du Katanga. Quant à ce qui concerne la concession de Grand Lac et la concession du Kivu, ça a été supprimé le 27 juin 1960. Donc quand nous allons à l'indépendance tcha-tcha-tcha, c'était déjà un Congo coquille vide. Et quand vous voyez de manière intellectuelle, vous vous rendrez compte, à la suite de l'ordre juridique consensuel qui présida à la création de la Fédération du Katanga, la Fédération des Grands Lacs, la Fédération du Kivu, la courbe économique de notre État, je préfère beaucoup parler de l'État pour des raisons que je veux expliquer. En 60, avec un franc congolais, on achetait 2 ou 3 dollars. Rendez-vous compte, aujourd'hui, si vous allez au marché, vous n'avez pas un panier de francs congolais, vous n'aurez pas un dollar. C'est-à-dire, il faut 2000 dollars pour avoir 2000 francs pour avoir un dollar. Vous comprenez que nous avons finalement perdu toute la valeur dans le monde. Et le chef de l'État, quand il soulève la question, nous éveillons son attention que cette problématique de la révision des contrats, et moi j'ajoute en disant la suppression de ces contrats, ce n'est pas pour la première fois. Même avant la colonie belge, lors de la création du Katanga, Léopold II s'est levé pour exprimer la même intention pour lui de supprimer le contrat qui avait été conclu entre lui et la compagnie du Katanga. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça la guerre que nous voyons en Ituri. Une connexion directe entre le Katanga par rapport aux mines, du fait de la volonté du chef qui avait voulu toucher aux intérêts des puissances privées du monde. Encore que les engagements internationaux antérieurs lient les puissances privées à leurs puissances publiques respectives. C'est ce qui va faire déclencher dans la zone de l'Ituri, nous ne connaissons pas Ituri, eux l'appelaient la province de l'Ituri.
la province la plus riche du monde et dont le climat pour y vivre est tempéré autant que le climat de l'Europe. C'est alors que ils vont se retrouver à Liverpool, les puissances privées, à la Chambre de commerce en 1903 pour décider de la déchéance de Léopold II dans des conditions brutales. Et on a ouvert une campagne anti-congolaise. Faites attention, dans tout ce que vous lirez par rapport aux écrits qui viennent de la Belgique, il y a deux tendances. Une tendance est dictée par la politique coloniale belge. Et qu'est-ce que ça signifie? On parle de la colonie belge du Congo. Tout ce que vous allez trouver, c'est pour faire triompher la politique coloniale belge sur le Congo et au travers du monde. Il y a aussi une évidence des documents que vous allez lire en tant que chercheur. Il y a ceux qui parlent du Congo belge. C'est beaucoup plus des chercheurs avec un caractère objectif. D'où, quand on s'est retrouvé dans cette démarche, je ne sais pas, c'est le temps? Ah, merci. Je croyais qu'on voulait déjà me couper la langue. Freddy a cessé d'être mon frère. Elle voudrait me couper par rapport à ce que nous sommes en train de... Vous êtes des chercheurs, ne vous fiez pas beaucoup plus à ce qui vient des savants, des chercheurs belges qui parlent du Congo, de la colonie belge du Congo. Et cette partie des doctrinaires, ils ont reçu mission en date du 3 juin 1906 pour aller professer dans le monde une fausse évidence selon laquelle le Congo fut une propriété privée de Léopold, selon laquelle les premiers occupants du Congo ce sont les Pygmées, selon laquelle la Belgique aura été une puissance colonisatrice du Congo. Mais quand vous lisez les autres déjà en Belgique, vous allez vous retrouver qu'il y avait des conflits sur le plan scientifique. Et maintenant que le roi des Belges avait touché à ce problème crucial, on a ouvert une campagne contre lui. Et vous avez trouvé le phénomène des Morel, par exemple, qui est divulgué partout. On coupait les mains aux Congolais et le roi des Belges est présenté comme un boucher, quelqu'un qui travaille à la boucherie avec un long couteau, coupant les mains et les têtes des Congolais pour en faire objet d'exploitation pour la gloire de son fauteuil. Mais quand vous lisez ceux de l'autre tendance, comme le professeur Leclerc, il vous dira carrément que c'était pour des raisons de construction de la route reliant Kinshasa à Matadi, ce que nous appelons aujourd'hui Onatra. Et tout le travail se faisait manuellement, si bien que 10 personnes transportant le rail, quand l'une titubait, le rail tombait sur la jambe, le rail tombait sur le bras, et on était obligé, pour des raisons du retard de la médecine, on était obligé d'amputer la jambe ou le bras. Une explication. On nous dit l'exploitation des lianes pour le caoutchouc. Mais je vois les exploitants du monde qui sont venus dans le Katanga, dans les Grands Lacs et dans le Kivu. Le travail qu'ils ont fait en ce temps-là, quand je vais à l'Équateur et je trouve la manière dont l'amélioration des conditions du citoyen congolais dans la province de l'Équateur, combien c'est reculé, il y a lieu de réfléchir. Nous sommes à un moment d'une période où nous devons avoir toute la documentation. Parce que entreprendre cette démarche, mais faisons attention. Et la grande explication, au lieu d'expliquer les choses politiquement, nous entrons dans le domaine géostratégique et géopolitique. Le Congo est au centre des grandes stratégies du monde et il eût été créé comme devant devenir, après 99 ans amphithéotique,
je ne sais pas, ici en économie, 99 ans amphithéotique du 12 mars 1891 au 12 mars 1990, le premier programme général expiré. Et le deuxième programme devait commencer le 31 décembre 2011 pour expirer au 31 décembre 2098. En ce moment-là, une période de la transition de plus ou moins 20 ans, et nous venons de le vivre, devait exister pour poser la question: toute œuvre humaine est perfectible. Nous sommes des savants, nous sommes des génies, nous sommes des scientifiques. Ce que nous avons créé comme grande machine au cœur de l'Afrique, est-ce que c'est possible? Le Congo aura les aptitudes pour... Le Congolais sera capable de le gérer en bon père de famille. En ce moment-là que l'on se trouve devant la période de la transition où la problématique de la balkanisation aura été créée. Soit les Congolais sont matures pour montrer qu'ils sont capables de gérer le pays. En ce moment-là, le Congo va survivre au 31 décembre 2011. Et là, Freddy n'a pas tort. C'est une question qui existe. Lisez les contrats anciens et vous allez les trouver dans le Katanga, les Grands Lacs et le Kivu. Les articles sont là. La matière est abondante. Et alors, si les Congolais sont capables de diriger le Congo, alors, après le 31 décembre 2011, le Congo doit retrouver son intégrité territoriale. Vous vous rendrez compte, du temps que Joseph Kabila accède au pouvoir, tout l'est du Congo était occupé. L'un des préalables était de reconstituer l'intégrité territoriale. On y est. D'où le Congo dont nous parlons aujourd'hui n'est pas le Congo des 60, c'est le Congo qui a été créé dans sa vocation d'être la grande puissance géostratégique et géopolitique du monde. Si nous n'avons pas cette conception en tête, ça va être un petit Congo comme le Rwanda, le Burundi et tous les autres pays. D'où changeons l'esprit et regardons de l'avant. Parce que le temps est jaloux, nous demandons que nous puissions comprendre qu'après le 31 décembre, on est en train de parler des nouveaux partenariats et Chilombo mérite d'être couronné ici comme l'homme qui a vu qu'il se trouve dans la logique des scientifiques où il faut un nouveau partenariat et celui-ci doit être directement négocié par les Congolais avec les puissances et non par les Belges avec les puissances au nom du Congo. D'où nous disons, nous sommes déjà instruits et si nous sommes instruits, cette thèse nous l'avions présentée au moment où nous sommes à la présidence et on a connu une assistance importante du chef de l'État qui autorisait que l'on réponde à toutes les invitations faites. Désormais, on est devenu intellectuel à la dimension de ces intellectuels dont on a besoin au Congo. Et quand nous vous communiquons ceci, nous vous laissons la sève qui va vous donner la matière pour que vous soyez les hommes sur la piste d'un grand Congo et non les hommes sur la piste d'un petit Congo. Je vous remercie et je m'excuse de ce petit moment que nous venons de communiquer, que nous venons d'avoir pour vous communiquer notre exposé. Merci. À présent, nous allons passer la parole à l'expert Jérôme Sekana, journaliste économique, coordonnateur national de l'ONGD Toile d'Araignée, DG de l'agence Galaxy Media, consultant international en communication. Mesdames et messieurs, avec vos encouragements. Voilà, merci pour la parole. Je tenais d'abord à remercier Freddy Mulumba, le patron de Renaissance africaine, un ami de très longue date, un patriote convaincu et convaincant avec lequel nous avons beaucoup travaillé.
Je tiens également à remercier le recteur Goma, quand bien même il n'est pas dans la salle, c'est mon professeur. Je remercie également le doyen de la faculté, Émile Ngoy, qui me connaît très bien parce qu'on a eu des échanges avec lui dernièrement lorsqu'il y avait une grande conférence au Fleuve Congo Hotel. Nous parlions de la performance de la gouvernance économique en République démocratique du Congo et il m'avait lancé l'invitation de venir animer des conférences débat ici à la colline inspirée. Aujourd'hui, c'est chose faite grâce à mon ami Freddy. Je voudrais également remercier les professeurs Banza pour cette communication très importante qui me rappelle beaucoup de choses dans l'histoire de votre pays. Je voudrais également remercier les organisateurs pour avoir pensé à la modeste personne et surtout la génération montante, les étudiants, les camarades hauts de la colline inspirée. Je demande de vous applaudir vos mains. Je vais me mettre debout parce que je vais parler des choses très sérieuses. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment m'accorder votre attention. Et on va vous faire quelques croquis que je vais interpréter pour vous. Il m'a été demandé de développer un thème que vous connaissez déjà, les contrats miniers. Voilà, les contrats miniers, mythe ou réalité, la révisitation des contrats miniers, mythe ou réalité en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les contrats, c'est un engagement écrit entre parties. Donc, vous couchez sur papier les engagements des uns et des autres. D'un côté, vous pouvez avoir l'État, de l'autre côté, vous pouvez avoir le particulier, tout comme vous pouvez avoir plusieurs parties. C'est ça un contrat. Et dans les mines, il faut un contrat. Et on parle d'un contrat minier lorsqu'il s'agit d'un contrat signé entre l'État, le gouvernement central et une entreprise minière. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait raison de faire cette déclaration à Kolwezi. Pourquoi? Parce que notre pays a été roulé dans la farine. Je ne saurais pas remonter l'historique jusqu'au déluge. Je n'ai pas la compétence du professeur qui maîtrise bien ces choses. Mais je vais vous donner quelques repères. Notre pays est considéré comme scandale géologique. D'autant plus que tout ce que vous avez comme produit sur les tableaux de Mendeleïev, que vous connaissez en chimie, se retrouve dans ces pays. Et vu sous cet angle-là, ce pays est potentiellement le pays le plus riche du monde. Donc vous, moi, nous sommes les citoyens du pays le plus riche du monde. Et nous ne pouvons pas rêver de rester en paix avec ces fabuleuses richesses pendant que d'autres pays en manquent. D'où beaucoup de velléités expansionnistes, usurpatoires, de guerres que nous font non seulement les voisins, mais également les multinationales. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les profs venaient de les dire comment un complot était ourdi contre le roi belge. Parce qu'on avait constaté que bon, il y en avait tellement ici des richesses et qu'il fallait lui dépouiller quand même de cette grande responsabilité. Je vais parler de la révisitation du contrat à deux niveaux. D'abord, avant 2002, et prendre la promulgation du code minier de 2002 qui a été révisité en 2018. Vous savez, avant 2002, ce pays était en guerre. Et le pays était subdivisé en plusieurs petits États. Mais, quand vous regardez, vous grattez, heureusement que le nationalisme que Mobutu nous a laissé, continuait encore, le flambeau continuait encore à s'allumer, sinon nous avons frôlé la balkanisation.
il fallait nécessairement, comme le pays n'avait pas d'argent, les caisses étaient presque vides, j'en parle avec autorité parce que en 97, on n'avait même pas de budget. C'est à partir de 2001 qu'on a eu un petit budget de 300 millions de dollars. Vous vous rendez compte? À l'époque, j'étais conseiller en communication au ministère de l'économie, finances et budget. Le méga ministère qui est piloté le professeur Matungulu Mbuyamu Ilankir, qui est d'ici. Et on a constaté que il fallait mettre à profit toutes ces fabuleuses richesses minières pour permettre au pays de décoller. Sur le plan économique, on n'était même pas en programme avec les institutions de Bretton Woods pour prétendre bénéficier de ce qu'on appelle les appuis budgétaires. Je parle aux économistes. Et c'est grâce d'ailleurs, pour ouvrir une petite parenthèse et la refermer rapidement, au professeur Matungulu Mbuyamu Ilankir, lorsque Mzee meurt et que le président Kabila arrive aux affaires, eh bien on lui prodigue les conseils, on lui dit il faut nommer un technicien. C'est le professeur Matungulu Mbuyamu Ilankir qui va renégocier avec les institutions de Bretton Woods. Je connais les dossiers parce que j'étais au ministère des Finances et on va faire venir ici un Camerounais qui s'appelle Emmanuel Mbi. Et on nous a accordé d'ailleurs 50 millions de dons pour nous permettre, avant de reprendre cette coopération structurelle. Et il va permettre au pays, il a obtenu des fonds au niveau de la Banque mondiale, un prêt qui nous a permis de rembourser ce que nous avions comme dette à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et à la BAD. C'est ça qui nous avait permis d'être éligibles à ce qu'on appelle le point de décision de l'initiative PPTE. Alors, pendant cette époque-là, on ne pouvait pas compter seulement sur les appuis budgétaires qui pouvaient venir, surtout qu'on n'était même pas en programme. Il fallait nécessairement que nous ayons des capitaux frais. Et ces capitaux frais ne devraient provenir que des secteurs miniers. Mais hélas, comment négocier avec les gens lorsque vous êtes en position de faiblesse? Alors qu'on négocie en Afrique du Sud, entre nous, les dialogues intercongolais, eh bien, la Banque mondiale, qui n'est pas toujours saine, est venue à notre rescousse et on a forcé la main. Et je veux le dire avec précision parce que j'étais là et je sais ce qui s'est passé. On a même soudoyé certains de nos députés et sénateurs, de nos députés. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a négocié genoux à terre. Ce qui fait que le code minier de 2002 a accordé une part belle aux multinationales qui pouvaient tirer la couverture des intérêts de leur côté et l'État congolais ne pouvait que se contenter des miettes. D'ailleurs, la promesse faite par la Banque mondiale en disant écoutez, libéralisez, faites des joint ventures avec la GECAMINE et consorts, vous aurez des capitaux frais qui vont affluer, mais cette promesse n'a jamais été tenue. Au lieu qu'on voie des capitaux frais importants, c'était des prêts qu'on est allé prendre à Wall Street, qu'on nous a amenés ici, encore par des intermédiaires, pas même par des multinationales de renom, qui sont venus, comme on dit dans les royaumes des aveugles, les borgnes sont rois, qui se sont interposés entre nous et les vrais multinationales qui avaient des capitaux. Mais hélas, on a avancé. Ces codes-là nous procuraient à peu près 800 millions de dollars l'an. C'était une goutte d'eau dans l'océan de tous les problèmes que nous avons en République démocratique du Congo. Et dans ces codes-là, il y a ce qu'on appelle la clause de stabilité. Cela veut dire que les investissements miniers dans le secteur minier étant des investissements lourds, dont les dividendes ne peuvent qu'être constatés après de longues périodes, parce qu'il y a la prospection, il y a l'exploration, il y a l'exploitation, on ne peut pas donner des courts délais. Et la clause de stabilité était de 10 ans, comme pour dire que
après 2002, en 2012, on devrait nécessairement réviser ce contrat-là. Mais comme le multinational, c'est la coulée douce, c'était une opportunité pour eux de se faire du beurre sur le dos du peuple congolais, eh bien, ils ont usé des astuces. Ils préféraient aller à Indaba en Afrique du Sud pendant que le gouvernement les invitait. Nous devons renégocier, nous devons faire ceci. Non, 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 non. Jusqu'en 2018. Vous vous rendez compte? 6 ans de cadeau. Une révisitation qui devrait se faire en 2012, mais qui s'est faite en 2018. Mais au fait, la faute était à qui? D'abord à nous-mêmes. Quand je dis nous, parce que nous avons notre gouvernement. Les conventions qui étaient signées, qui devrait signer côté gouvernement? C'était 4 personnalités. Le ministre du Budget, le ministre des Finances, le ministre du Plan et le ministre des Mines. Ce sont les 4 ministres qui devraient engager le gouvernement. Mais avec quel avantage? Et c'est très simple pour une multinationale de soudoyer les ministres. Exonération totale des impôts et taxes, y compris au niveau des entités territoriales décentralisées. Quel gâchis! Alors, les multinationales qui étaient venues dire, bon, écoutez, nous, on peut continuer comme ça. C'est pourquoi, lorsqu'on a changé, il y a eu des tensions. Et je vais vous en parler. Déjà, en 2007, le ministre de Mines, Kabouloulou, avait mis déjà sur pied une commission interministérielle chargée de préparer la révisitation. Parce qu'il avait compris que bon, on devrait quand même en 2012 révisiter les fameux contrats. Mais il n'y avait pas toujours les moyens. Mais les gouvernements n'avaient pas les moyens de permettre à cette équipe-là de vivre. Mais qu'à cela ne tienne, cette commission avait fait les rapports. L'exemplaire est ici, je pourrais mettre ça à votre disposition. Et on a évolué comme ça. Lorsque arrive maintenant le temps, lorsque le président Kabila tape du poing sur la table, il dit « ça n'est trop, il faut nécessairement qu'on puisse révisiter le code minier parce que il n'y a pas de contrat minier sans loi, sans constitution. C'est ce que je vais vous démontrer tout à l'heure ici. C'est verrouillé. Donc, pour répondre de manière prématurée à la question posée dans notre thématique, c'est une réalité, ce n'est pas un mythe. Et nous avons tous les leviers entre nos mains. Alors, on a travaillé. Quand j'ai dit on, c'est que moi, je faisais partie aussi de ceux qui travaillaient. J'étais dans des commissions. On a travaillé et on a constaté que il fallait changer beaucoup de choses. Il fallait beaucoup de réformes. Quand vous lisez l'actuel code minier, vous allez voir beaucoup d'avantages. On ne taxait pas les super profits. On n'avait pas des minéraux stratégiques. On n'avait pas des contrats de quoi. On n'avait même pas des réserves pour les générations futures. On n'avait pas tout ça. Parce que c'était négocié comme ça au pif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque les multinationales ont senti que, eh bien, on était en train de les retirer les beefsteaks de la bouche? Ils ont remué ciel et terre. Retenez en passant que nous vivons parfois certaines guerres à l'Est, c'est à cause des multinationales. Et pour votre information, avant 1994, vers les années 93, eh bien, les Américains avaient besoin du coltan pour renforcer leurs équipements qu'ils envoient dans l'espace. Mais ils avaient constaté qu'il y en avait là-bas, et il y en a en abondance dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ils avaient demandé au président Mobutu de les autoriser à exploiter.
Et lui, comme il était très carré, il avait dit, écoutez, il faut que mes scientifiques vérifient d'abord les minéraux en question, qu'on essaye de comprendre à quoi ça arrive. Et pourtant, bon, eux, en tant que première puissance, ils avaient besoin de ces minéraux. Ils ont dit, avec ou sans vous, nous aurons ces minéraux. Donc, il faut regarder aussi de ces côtés-là ce qui nous est arrivé via le Rwanda et Kampala. C'était pour venir prendre des forces, les colombo-tantalites, coltan. Je ferme vite la parenthèse. Alors, dès que les travaux ont évolué et ont pris presque fin, il faut féliciter ici les députés et le sénateur parce que le code minier actuel, il peut avoir quelques faiblesses, mais c'est le meilleur code minier de toute l'Afrique. Il n'y en a pas deux. En termes d'avantages, et on va peut-être développer les dividendes que nous tirons au jour d'aujourd'hui. Les multinationales sont venues et ça a coïncidé, votre modeste serviteur, déjà en 2017 j'étais recruté, je ne travaillais pas à la présidence moi, j'ai parlé, j'ai expliqué ces choses parce que moi-même, dans une partie de ma vie, j'ai travaillé au ministère des Mines pendant 11 ans comme inspecteur des mines et j'avais monté un magazine qu'on appelle RDC Mines. Et j'ai parlé de toutes ces choses-là et pourtant on me suivait de partout. J'ai été approché. J'ai parlé beaucoup des mines, mais j'ai parlé également des télécommunications. C'est ma passion. Et la présidence m'avait approché pour me recruter comme consultant en communication, en charge des télécommunications, mais également des mines. C'est ce qui fait que, en mars, lorsque les 7 patrons miniers viennent rencontrer le président Kabila, c'était pour le sommet de ne pas promulguer les codes miniers. Ça, vous devez les retenir. Et je vous parle de toutes ces choses parce que j'étais là. Et la présidence de la République en 2018, au mois de mars, m'avait donné l'autorité de parler de ces choses sur la chaîne nationale, mais également de répondre à toutes les questions d'une vingtaine de médias qui étaient venus couvrir cette cérémonie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, ils disent, vous promulguez ce code, nous vous faisons la guerre. Et nous ne badinons pas. Ce code-là nous dépouille de tous nos avantages. Et en passant, sachez très bien que la clause de stabilité est passée dans ce code-là de 10 ans à 5 ans. Ce qui fait que la révision de ce code-là, ça se fera maintenant en 2023, plus précisément au mois de mars. Nous devons nous préparer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le président Kabila a dit non. Le Parlement a déjà voté. Quel qu'il soit ce qui peut m'arriver, moi je promulgue. Et il a promulgué ces codes. Il y a eu des agitations. D'abord, ils étaient venus en groupe. Ils voulaient parler tous. Le ministre Kabeloulou, je le vois encore, il dit nous devons négocier au cas par cas. Tout ce que vous avez comme particularité selon les filières sera abordé dans le règlement minier. Or, retenez-les, le règlement minier ne peut jamais contredire les codes. Ne peut jamais... Parce que le règlement minier exécute la loi qui est le code minier. Et quand ils sont allés négocier, on a essayé de prendre en compte ce qu'ils disaient, mais on n'a pas modifié d'une seule virgule le code minier. Et Dieu merci, c'était promulgué, les dividendes sont là. Au jour d'aujourd'hui, dans certaines entités, par exemple dans la province du Haut-Katanga, surtout, ou à Kolwezi, vous avez des entités coutumières qui ont des bureaux, qui ont même des véhicules, tout ça à cause de ça. Maintenant, laissez-moi vous expliquer rapidement la valeur des textes. Sachez très bien que le contrat découle des textes de loi. Et tout est verrouillé. Et en tant que souverain, nous avons le droit
de revendiquer la révisitation. Commençons par la Constitution. Vous voyez la pyramide renversée. On commence par la Constitution. Vous avez la Constitution devant vous là-bas. L'article, le premier article, c'est l'article 9. Mais qui était très mal rédigé. Et je voudrais dire à la génération montante qui est ici, s'il y a une modification de la Constitution, battez-vous pour qu'on puisse changer cet article-là. Cet article dit ceci, l'article 9. L'État exerce sa souveraineté. Je m'excuse. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire, même les modérateurs? Lisez l'article 9 de la Constitution. Article 9. Oui, allez-y rapidement. Article 9 de la Constitution. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Très bien. On peut exercer sa souveraineté, son autorité sur quelque chose qui ne vous appartient pas, n'est-ce pas? On doit corriger. Parce que nous sommes dans ces pays, nous connaissons ce que c'est la loi Bakadjika. Cette loi disait quoi? Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et l'État, c'est vous, c'est moi. Il faut mettre ça parce que ça peut être un piège de ceux-là qui ont toujours cherché à nous. Il faut que dans toutes les constitutions du monde, c'est comme ça. Parce qu'on vous donne une concession minière, un carré minier, un droit minier. Ça a un délai de vie. Juste après, ça doit revenir dans le domaine public de l'État. 25 ans, 30 ans, ça dépend. Donc le vrai propriétaire, ici, c'est l'État. Donc il n'a pas à exercer sa souveraineté sur ce qui lui appartient des droits. Premier article. Mais attention, vous allez vous poser la question de savoir, mais pourquoi nous sommes là? Et au nom de quoi ça doit nous intéresser? Lisez l'article 56. Article 56. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice de dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage puni par la loi. Non, gardez les micros. Pillage. Ça c'est 56. Lisez 50. Ça c'est combien? 56. Lisez 57. Article 57. Les actes visés à l'article précédent ainsi que leurs tentatives, quelle que soit le modalité, s'ils sont faits d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Et enfin, lisez l'article 58. Article 58. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Ah, là, c'est l'alinéa premier. Oui. L'alinéa 2. L'État a le devoir de le redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Nous allons interpréter ces trois articles. L'article 58 dit que nous avons le droit, nous tous, en tant que Congolais. Et l'État doit répartir, doit s'occuper de la bonne répartition. Or, ce que nous vivons, ce n'est pas ça. On a vendu les actifs. On a vendu des carrés miniers de manière désordonnée, à vil prix. Il y a des carrés miniers qui ont été achetés ici à 5 millions de dollars et une semaine après vendus à New York à des dizaines de millions, à des centaines de millions, voire même à des milliards. On nous a pris pour des bourriques. En tant que citoyens, nous avons le droit de demander des comptes. Et ceux qui ont fait ça, ils sont là. Ceux qui ont signé ces contrats léonais, ils sont là. Mais ils l'ont fait parce qu'il y a des failles dans ces textes, et non seulement dans ces textes, mais dans les textes qui régissent également l'exploitation minière. Parce que lorsqu'on demande à un ministre de mines,
à un ministre du Plan, à un ministre des Finances, de pouvoir signer le contrat en lieu et place de l'État, mais on peut les corrompre. Et c'est ce qui est arrivé. Et quand on les corrompt, on vend les actifs de l'État. Là, je parle de joint venture au niveau de la GECAMIN. On dépouille l'État. Au jour d'aujourd'hui, personne ne vous trompe. La GECAMIN ne siège pas dans des conseils d'administration d'une bonne dizaine de sociétés qui se trouvent ici, en République démocratique, à cause de ça. Voilà pourquoi nous, au niveau des toiles d'araignée, nous avons dit qu'il faut désormais modifier les textes, faire en sorte que ces genres de choses, la vente des actifs, ne peut se faire qu'au niveau du Parlement réuni en congrès. Parce que là, on ne peut pas venir corrompre, quand bien même il y a des tentatives, mais au moins toute la nation saura qu'on va vendre les parts de telle entreprise et ça représente autant. Alors, c'est ainsi que vous avez ici la Constitution au sommet, vous avez les lois. Ici, ça c'est les codes miniers. Et vous avez la réglementation, c'est le règlement minier, mais également tout ce que vous avez comme des textes des gouverneurs, et ainsi de suite. Voilà là où se trouvent les contrats. Les contrats est très loin là-bas, en bas. Cela veut dire que, quoi qu'on fasse, les contrats ne peuvent pas avoir le pouvoir de brûler la politesse au règlement, brûler la politesse aux lois et encore à la Constitution. Et c'est pour cette raison qu'on vous donne les deux types de contrats ici. Là, c'est un petit contrat dont les petits cercles là, c'est pour délimiter les rayons d'action, parce que les contrats, tout doit être défini là-dedans, suivi une fois de plus de la réglementation, des lois minières et de la Constitution. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut retoucher l'article 9. Vous remontez là-bas, vous pouvez avoir des contrats, il y a des contrats importants que nous signons, parce que les contrats miniers peut être un volume de dossiers, je vous ai apporté quelques exemplaires, de 250 pages. Et d'autres contrats, ça peut être même de 15 pages, ça dépend. Alors, vous avez des contrats très importants qui peuvent avoir cette superficie-là, mais malgré ça, l'État reste l'État. Et il faut que nous sachions prendre nos... Maintenant, répondons à la question. Quand est-ce que nous pouvons faire cette révisitation des contrats miniers? C'est seulement à partir de mars 2023. Pourquoi? Parce que c'est verrouillé. C'est verrouillé et c'est ça qu'on appelle la clause de stabilité. C'est-à-dire, pour permettre, et je vous informe que cette clause est partie de 10 ans, on a réduit à 5 ans. Et c'est ce que nous disions d'ailleurs à ces multinationales. Si vous avez des choses à dire, la loi est déjà promulguée, eh bien, prenez votre mal en patience, attendez 2023. De la même manière, nous allons dire au gouvernement, c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler. De sorte qu'en mars 2023, nous soyons prêts. Non seulement pour conserver les avantages que nous avons aujourd'hui dans les codes miniers, mais essayer de verrouiller encore d'autres petites faiblesses que nous avons afin de permettre à cette manne de profiter. Au jour d'aujourd'hui, je vous avoue que il y a une embellie sur le marché des minerais. Et les multinationales, quand ils ont vu que le président Kabila a signé, ils nous ont fait chanter. Retenez que le cobalt que nous produisons ici et le cuivre, 95% nous envoyons ça ou ça en Chine, qui est devenue l'usine du monde. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Quand ils ont constaté qu'il n'a pas cédé à l'air des caprices, ils ont dit aux Chinois, libérez les ventes de vos réserves. Comme ça, on va casser le prix sur le marché. Le taux, regardez bien, vous êtes des étudiants, entrez sur Internet. En mars 2018, la tonne métrique du cobalt était arrivée jusqu'à 95 000 $. La tonne métrique. À cause de ce bras de fer-là et de cette politique qui a consisté à vider leurs réservoirs, leurs dépôts, nous sommes descendus jusqu'à 25. C'est maintenant que nous remontons, nous sommes à 40.
encore que c'est un peu volatile. Donc, on ne peut pas rester les bras croisés. Nous devons nous battre parce que c'est notre pays. J'aime bien l'adage du président Yuma quand il dit on ne fabrique pas les batteries électriques avec les dollars, mais plutôt avec les cobalt. Et j'ajoute avec les lithium que nous venons de découvrir à Manono. 1 milliard de tonnes de réserves. Mais aussi les colombo-tantalites que nous avons à l'est. Et ce pays est béni de Dieu. Nous avons dans la grande province orientale 20 milliards de tonnes de fer que nous pouvons exploiter pendant 2 siècles. Et ça peut nous permettre de donner une justification économique à la construction du port en eau profonde des Bananas. Je reste disposé à répondre à toutes vos questions. Je m'arrête là. Merci.